Sa voiture était là, encore, en plein milieu de mon allée. Le capot de sa Peugeot 3008 gris métallisé dépassait d'au moins 1 mètre sur ma portion du passage. Mes phares éclairaient sa plaque d'immatriculation comme un projecteur de théâtre sur le personnage principal d'une pièce que je n'avais jamais demandé à voir. Il était 7h42 du matin. J'avais une réunion client à 8h30 à Carquefou, de l'autre côté de l'agglomération nantaise. Une réunion que je préparais depuis 3 semaines. Un contrat de maintenance informatique pour une PME de 70 salariés. Le genre de contrat qui représente 4 mois de chiffre d'affaires pour un consultant indépendant comme moi. J'ai serré le volant de ma Renault Mégane. Mes jointures sont devenues blanches. J'ai senti cette chaleur familière monter dans ma poitrine, cette brûlure que je connaissais maintenant par cœur après 2 ans de ce manège. Je suis descendu de ma voiture. L'air de janvier était glacial, ce froid humide de l'estuaire de la Loire qui vous transperce les os. La rosée du matin avait déposé une fine pellicule de givre sur les pare-brises. Sur le sien, sur le mien, sur cette situation absurde qui durait depuis bien trop longtemps. J'ai traversé mon jardin. Mes chaussures de ville n'étaient pas faites pour l'herbe mouillée. Je sentais l'humidité s'infiltrer dans mes chaussettes. Un détail, un petit détail parmi tous les autres petits détails que M. Blanchard m'avait forcé à endurer depuis le jour où il avait emménagé dans la maison voisine. J'ai sonné à sa porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien. J'ai frappé, fort, assez fort pour que le bruit résonne dans la rue encore endormie de notre lotissement du quartier d'Oulon. Toujours rien. J'ai regardé par la fenêtre de son salon. Les rideaux étaient tirés. Aucune lumière, aucun signe de vie. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé son numéro. Je l'avais en mémoire maintenant, ce numéro, gravé dans mon cerveau comme une cicatrice. Messagerie. Directement sur messagerie. J'ai regardé ma montre. 7h51. Dans ma tête, j'ai fait le calcul. Appeler un taxi, attendre qu'il arrive, traverser Nantes aux heures de pointe, impossible d'arriver à temps. Même en partant maintenant, si j'avais pu partir, le périphérique serait saturé. J'ai envoyé un message à mon client. Je serai en retard. Problème technique. Je vous expliquerai. Je n'ai pas expliqué. Comment expliquer que mon voisin, un homme de 53 ans, cadre dans une société d'assurance, père de 2 enfants adultes, se comportait comme un gamin de cours de récréation depuis 24 mois? Ce matin-là, j'ai perdu le contrat. Le directeur de la PME m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un de plus fiable. Plus fiable. Ce mot m'a hanté pendant des semaines. Mais ce matin-là, quelque chose d'autre s'est passé. Quelque chose a changé en moi. Debout dans mon allée, les pieds trempés, le téléphone à la main, j'ai regardé sa voiture. Et j'ai compris, j'ai enfin compris que la politesse, la patience, le dialogue, tout ce qu'on nous apprend depuis l'enfance sur la vie en société, tout ça ne fonctionnait pas avec certaines personnes. Certaines personnes ne comprennent qu'une seule chose, les conséquences. Et ce matin-là, j'ai décidé que M. Blanchard allait enfin comprendre. Si vous avez déjà vécu une situation similaire avec un voisin, si vous savez exactement de quoi je parle, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires où la justice finit par triompher, abonnez-vous à la chaîne. Parce que cette histoire, croyez-moi, elle a une fin. Je m'appelle Marc, j'ai 47 ans. Je suis consultant en système d'information depuis 15 ans. Avant ça, j'ai travaillé comme ingénieur réseau pour une grande entreprise de télécommunications. J'ai quitté le salariat en 2018 pour me mettre à mon compte. La liberté, l'indépendance, le télétravail avant que ce soit à la mode. Ma femme Sophie est professeure de français dans un collège du centre-ville. On s'est rencontrés à la fac à Rennes il y a 22 ans. On a une fille, Léa, qui avait 14 ans quand cette histoire a commencé. Elle en a 16 maintenant. On a acheté notre maison à Nantes en 2015, un pavillon des années 80 dans un lotissement calme du quartier d'Oulon, à l'est de la ville. 3 chambres, un garage, un petit jardin et surtout un accès partagé depuis la rue. C'est là que tout a commencé, cet accès partagé. Notre rue est une impasse tranquille, 11 maisons, des familles, des retraités. Le genre de rue où les enfants jouent encore dehors le mercredi après-midi, où les voisins se saluent par-dessus les haies, où on se prête la tondeuse et où on surveille les maisons pendant les vacances. Du moins, c'était comme ça avant. Notre maison et celle d'à côté, le numéro 7 et le numéro 9, partagent une allée commune qui mène à nos garages respectifs. Sur le plan cadastral, c'est très clair. L'allée fait 6 mètres de large, 3 mètres pour nous, 3 mètres pour eux. Une ligne invisible au milieu, mais une ligne bien réelle sur les documents officiels.
Quand on a visité la maison en 2015, les voisins du numéro 9 étaient un couple de retraités adorables, les Moreau. Lui était ancien instituteur, elle avait travaillé à la mairie. Ils vivaient là depuis 1987, jamais le moindre problème. On se disait bonjour, on échangeait des légumes du jardin, il gardait parfois Léa quand elle était petite quand on avait une urgence. Monsieur Moreau est décédé en 2019, cancer du poumon, 3 mois entre le diagnostic et la fin. Sa femme a tenu 1 an de plus, seule dans cette maison devenue trop grande, trop silencieuse, trop pleine de souvenirs. Puis elle est partie vivre chez sa fille à Angers. La maison a été mise en vente en janvier 2020, vendue en mars, juste avant le premier confinement. C'est là que M. Blanchard est arrivé. Philippe Blanchard, 53 ans, divorcé. 2 enfants qui vivent avec leur mère à Bordeaux et qu'ils voient un week-end sur 2. Responsable régional pour une compagnie d'assurance. Le genre d'homme qui porte des costumes même le samedi, qui conduit une voiture trop grande pour lui et qui vous regarde comme si vous étiez un obstacle sur sa route vers quelque chose de plus important. Je me souviens de notre première rencontre. C'était un samedi de mai 2020. On sortait tout juste du premier confinement. Il déchargeait des cartons de son camion de déménagement. Je suis allé me présenter, comme on fait entre voisins. Il m'a serré la main sans vraiment me regarder. Il a dit quelque chose comme « Ah oui, le voisin », et il est retourné à ses cartons. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Les premiers mois se sont passés sans incident majeur. On ne se voyait pas beaucoup. Le télétravail était devenu la norme pour nous deux. Lui travaillait de chez lui 3 jours par semaine. Moi, j'étais dans mon bureau aménagé au sous-sol pratiquement tous les jours. Le premier vrai problème est arrivé en septembre 2020, un mardi matin. Je devais partir pour une intervention chez un client à Saint-Herblain. Je suis sorti de chez moi à 8 heures. Sa voiture était garée en travers de l'allée, le capot dépassant largement sur ma portion. Je n'ai pas paniqué, ça arrive, les gens font des erreurs. Je suis allé sonner chez lui. Il a ouvert en peignoir, une tasse de café à la main. Il a regardé sa voiture comme s'il la découvrait pour la première fois. « Ah oui, pardon, j'ai du mal me garer hier soir, je la déplace. » Il l'a déplacée. Ça a pris 5 minutes. J'ai été légèrement en retard, mais rien de grave. Je n'y ai plus pensé. 2 semaines plus tard, même scénario. Sa voiture sur ma portion. J'ai sonné. Il a déplacé. Sans excuse cette fois. Puis ça s'est reproduit. Et reproduit. Et reproduit. En octobre, c'était devenu une habitude. Pas tous les jours, mais au moins 2 fois par semaine. Parfois 3. Au début, je me suis dit que c'était de la négligence, qu'il ne faisait pas attention, que dans le noir, le soir, il ne voyait pas bien où était la limite. J'ai essayé d'être compréhensif. Sophie me disait de ne pas m'énerver, que ce n'était pas la peine de créer des tensions avec un voisin pour une histoire de stationnement. Alors j'ai laissé des petits mots. Poli, courtois. Cher voisin, votre véhicule dépasse régulièrement sur ma portion de l'allée. Pourriez-vous faire attention? Merci. Marc. Pas de réponse. Et sa voiture était toujours là, le lendemain, exactement au même endroit. J'ai essayé la conversation directe. Un dimanche après-midi, je l'ai croisé dans son jardin. Je lui ai expliqué calmement la situation. L'allée partagée, les 3 mètres chacun, mes besoins de partir le matin pour des rendez-vous clients. Il m'a écouté en taillant sa haie. Il n'a même pas posé son sécateur. C'est juste une allée, il a dit. Vous êtes bien tendu pour une histoire de quelques centimètres. Détendez-vous un peu. Quelques centimètres. Sa voiture dépassait d'1 mètre, parfois plus. J'ai insisté. Je lui ai montré que mon garage est au bout de l'allée, que je ne pouvais pas manœuvrer si sa voiture était trop avancée. Il a haussé les épaules. Il est rentré chez lui. Ce soir-là, Sophie m'a trouvé assis dans la cuisine à fixer le mur. « Ça va ?» Elle a demandé. « Non », j'ai répondu. « Non, ça ne va pas. » Si cette histoire vous énerve déjà, si vous sentez la frustration monter rien qu'en m'écoutant, cliquez sur le pouce bleu, parce que ce n'était que le début. L'hiver 2020 à 2021 a été particulièrement difficile. Le Covid, Le télétravail permanent, l'enfermement et M. Blanchard. Chaque matin, je regardais par la fenêtre de la cuisine avant de prendre mon premier café. Est-ce que sa voiture était sur ma portion? C'était devenu un réflexe, une obsession, le premier geste de ma journée. Un matin sur 2, elle y était. J'ai commencé à prendre des photos, systématiquement, avec la date et l'heure. Je les stockais dans un dossier sur mon ordinateur. Évidence, j'avais appelé ce dossier, comme dans les séries américaines. En février 2021, j'ai décidé de passer à l'étape supérieure. J'ai contacté un géomètre expert, une entreprise basée à Nantes recommandée par mon notaire. Je voulais faire borner officiellement la limite entre nos 2 propriétés. Le géomètre est venu un mardi après-midi.
Un homme d'une soixantaine d'années, très professionnel. Il a sorti ses instruments, ses plans, ses références cadastrales. Il a passé 2 heures à mesurer, calculer, vérifier. Le verdict était sans appel. La limite passait exactement là où je le pensais, au milieu de l'allée. 3 mètres pour moi, 3 mètres pour lui. Il a installé des bornes, de petits repères en béton enfoncés dans le sol à chaque extrémité de l'allée. Discret, mais officiel, incontestable. Ça m'a coûté 800 €. 800 € pour prouver quelque chose qui était déjà écrit noir sur blanc dans les actes de propriété. 800 € que j'ai dû sortir de ma poche parce qu'un homme de 53 ans était incapable de respecter une ligne imaginaire. J'ai montré les bornes à Blanchard. Je lui ai donné une copie du rapport du géomètre. Je lui ai expliqué, calmement, patiemment, une dernière fois, que ces bornes représentaient la limite légale entre nos propriétés. Il a regardé le document comme s'il s'agissait d'un prospectus publicitaire. « Vous avez vraiment payé 800 € pour ça », il a dit. « Vous avez des problèmes plus importants que ma voiture, mon pauvre. » Il a refermé sa porte. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai bu une bouteille de vin tout seul. Sophie était partie se coucher. Léa faisait ses devoirs dans sa chambre. Et moi, j'étais assis dans le salon, à boire du muscadet en regardant par la fenêtre l'allée plongée dans l'obscurité. Je me suis senti pathétique, vaincu, ridicule. Le lendemain matin, sa voiture était garée exactement au même endroit qu'avant. Sauf que cette fois, il avait roulé sur l'une des bornes du géomètre, volontairement. Le béton était fendu, le repère métallique tordu. J'ai pris une photo. J'ai ajouté ça à mon dossier. J'ai appelé la gendarmerie. Un officier est venu constater les faits. Il a été très poli, très professionnel. Il a noté ma déposition, il a photographié la borne endommagée, et puis il m'a dit la phrase que je n'oublierai jamais. « Monsieur, je comprends votre frustration, mais c'est un différend entre voisins. Une affaire civile, nous ne pouvons pas faire grand-chose. » Une affaire civile, comme si 2 ans de harcèlement quotidien, de stress permanent, de vie gâchée n'étaient qu'une formalité administrative. J'ai consulté un avocat, une avocate plus exactement, Maître Delaunay, spécialisée en droit immobilier et conflits de voisinage. Son cabinet était rue Crébillon, en plein centre de Nantes, une femme d'une 40aine d'années, directe, pragmatique. Elle a écouté mon histoire, elle a regardé mes photos, mes documents, le rapport du géomètre. « Vous avez un dossier solide », elle a dit. « On peut engager une procédure pour trouble anormal de voisinage, faire constater par huissier, envoyer une mise en demeure, et si ça ne suffit pas, saisir le tribunal. » « Combien de temps ?» j'ai demandé. Elle a soupiré. « Entre la mise en demeure, les délais de réponse, la procédure au tribunal, vous en avez pour 12 à 18 mois minimum, peut-être plus avec les retards actuels. Et combien ça coûte ? En honoraires, frais d'huissier, frais de justice, vous pouvez compter entre 3 000 à 5 000 €, peut-être plus si ça se complique. » J'ai fait le calcul. 1 an et demi de procédure, des milliers d'euros. Et pendant ce temps, sa voiture serait toujours là, chaque matin, sur ma portion d'allée. J'ai dit que j'allais réfléchir. J'y ai réfléchi. Pendant des semaines, des mois. Pendant ce temps, la situation empirait. Blanchard ne faisait plus aucun effort pour masquer son hostilité. Quand on se croisait, il me regardait avec un petit sourire. Ce sourire qui disait « Je sais que tu ne peux rien faire ». Un soir de mars, je rentrais d'une réunion client. Il était dans son jardin avec un ami. Je suis passé devant eux pour rejoindre ma porte d'entrée. Je les ai entendus rire. L'ami a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Blanchard a répondu assez fort pour que je l'entende. « C'est mon voisin, le pauvre gars qui s'excite pour une place de parking, un vrai cas social. » J'ai serré les poings. Je n'ai rien dit. Je suis rentré chez moi. Sophie m'a regardé quand j'ai refermé la porte. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» « Rien, j'ai dit. Rien du tout. » Mais ce n'était pas rien. Chaque incident, chaque moquerie, chaque matin passé à attendre qu'il daigne déplacer sa voiture, tout ça s'accumulait, comme des gouttes d'eau dans un vase. Et le vase commençait à déborder. Si vous vous demandez ce que vous auriez fait à ma place, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi, à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Le printemps 2021 est passé. L'été aussi. L'automne. Chaque saison a porté son lot d'incidents. En mai, j'ai manqué un rendez-vous médical parce que sa voiture bloquait complètement l'allée et qu'il était parti je ne sais où. En juillet, pendant nos vacances en Bretagne, j'ai reçu un appel de notre voisine d'en face, Madame Chevalier. Elle voulait me prévenir que Blanchard avait installé une tonnelle dans son jardin. Une tonnelle dont une partie dépassait sur notre terrain. Quelques centimètres, mais quand même. En septembre, Léa est rentrée du collège en pleurant. Blanchard l'avait interpellée dans la rue. « Dis à ton père d'arrêter de m'emmerder avec son allée », il lui avait dit.
Ma fille de 15 ans. Il avait osé parler à ma fille. Ce soir-là, je suis allé sonner chez lui. J'étais hors de moi. Sophie a essayé de me retenir, mais je ne l'ai pas écouté. Il a ouvert la porte. Il portait un polo Ralph Lauren et tenait un verre de whisky. « Tiens, le voisin », il a dit. « Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Vous avez parlé à ma fille. Vous avez osé impliquer ma fille dans cette histoire. » Il a haussé les épaules. « Je lui ai juste dit de vous faire passer un message. Pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Ma fille a 15 ans. Vous n'avez pas à lui adresser la parole. Jamais. Vous m'entendez ?» Il s'est approché. Son haleine sentait l'alcool. « Ou quoi? Qu'est-ce que vous allez faire, hein? M'envoyer encore un huissier? Me menacer avec vos petits papiers? Vous êtes pathétique. » J'ai senti mes poings se serrer. J'ai vu rouge, vraiment rouge. Pendant une seconde, une toute petite seconde, j'ai imaginé ce que ça ferait de lui coller mon poing dans la figure. Mais je ne l'ai pas fait, parce que c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait que je craque, que je fasse quelque chose de stupide, quelque chose qui me mettrait en tort. Je me suis retourné, je suis rentré chez moi. Derrière moi, j'ai entendu son rire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Sophie non plus. On est resté allongé dans le noir, à fixer le plafond. « Il faut vendre la maison », elle a dit à un moment. « Non, Marc, on ne peut pas continuer comme ça. Ça te détruit, ça nous détruit. Si on vend, il gagne. Je refuse qu'il gagne. » Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. « Et si on reste, qu'est-ce qu'on gagne, nous ?» Je n'avais pas de réponse. L'hiver est arrivé. Noël, le nouvel an, 2022. Rien n'avait changé. Sauf moi. J'avais changé. Je dormais mal, je mangeais mal, j'avais perdu 4 kilos. Mon médecin m'a prescrit des somnifères, puis des anxiolytiques. Je les ai pris pendant quelques semaines, avant de les jeter à la poubelle. Je refusais de devenir dépendant de médicaments à cause d'un homme qui ne savait pas garer sa voiture. Mon travail en souffrait, je perdais des clients. Pas beaucoup, mais assez pour que ça se voie sur mes revenus. Ma concentration n'était plus la même. Je faisais des erreurs que je n'aurais jamais faites avant. Sophie et moi, on se disputait plus souvent. Pas à cause de nous, à cause de lui, de cette situation, de cette impasse. Léa s'était renfermée. Elle passait de moins en moins de temps dans les espaces communs de la maison. Elle restait dans sa chambre, casque sur les oreilles, comme pour s'isoler de l'atmosphère pesante qui régnait chez nous. Un soir de février, elle m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Papa, j'ai honte d'inviter mes amis à la maison. J'ai peur que le voisin fasse une scène. » Ma fille avait honte de sa maison, de son quartier, à cause de lui. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma révélation. Je ne pouvais pas le faire partir, je ne pouvais pas le forcer à changer. La justice était trop lente, trop coûteuse, trop incertaine. Mais je pouvais lui rendre la vie impossible. Pas en faisant quelque chose d'illégal, non, en faisant exactement ce qu'il faisait, en utilisant mes droits, mes 3 mètres d'allée, ma propriété. J'allais lui montrer ce que ça faisait d'être bloqué. À tous ceux qui vivent actuellement des problèmes de voisinage, qui se sentent impuissants face à quelqu'un qui refuse de respecter les règles, vous n'êtes pas seul. Et parfois, la solution n'est pas de jouer plus gentiment, c'est de jouer plus intelligemment. J'ai passé 2 semaines à observer Blanchard. À noter ses habitudes, ses horaires, ses routines. Il partait travailler tous les matins à 8h15 précise, comme une horloge. Sa voiture quittait l'allée à 8h15 et il ne revenait pas avant 18h30. Le soir, il se garait n'importe comment, parfois sur son côté, souvent sur le mien. Il ne faisait aucun effort. Le week-end, il recevait régulièrement des amis, de la famille, ses enfants de temps en temps, des voitures supplémentaires qui se garaient dans la rue, parfois devant chez nous. J'ai noté tout ça dans un carnet avec des dates, des heures, des observations, comme un enquêteur, comme un obsédé, dirait Sophie. Mais elle ne disait plus rien. Elle avait compris que j'avais besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. Mon plan était simple, diaboliquement simple. Blanchard ne pouvait pas se garer sur mon côté de l'allée si mon côté de l'allée était déjà occupé, par ma voiture, garée exactement où j'avais le droit de la garer. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que je la gare d'une manière qui rende son départ impossible s'il avait commis l'erreur de se garer sur mon côté la veille. J'ai fait des essais, le dimanche matin quand il n'était pas là. J'ai déplacé ma voiture encore et encore pour trouver l'angle parfait, la position exacte qui respecterait scrupuleusement ma limite de propriété tout en rendant toute manœuvre impossible pour quiconque aurait dépassé sur mon territoire.
J'ai trouvé ce point, à 30 cm de la borne du géomètre, celle qu'il n'avait pas écrasée. Ma voiture était entièrement sur ma propriété, mais son pare-choc avant arrivait juste à la hauteur de la limite. Si Blanchard garait sa voiture chez lui, il pouvait sortir sans problème. Aucun souci. Notre cohabitation pouvait continuer normalement. Mais s'il garait sa voiture en dépassant sur ma portion, ne serait-ce que de quelques centimètres, il serait piégé, coincé entre ma voiture et sa haie. Impossible de reculer, impossible d'avancer. J'ai installé une caméra de surveillance, légale, orientée uniquement vers mon allée, ma propriété. J'ai vérifié avec un ami avocat. Tant que je ne filmais que mon terrain, j'étais dans mon droit. J'ai changé mes habitudes de travail. J'ai prévenu mes clients que je ne serais plus disponible avant 9 h du matin. Télétravail matinal, j'ai expliqué. Personne n'a posé de questions. Et puis, j'ai attendu. Le lundi 7 mars 2022, j'ai mis mon plan à exécution pour la première fois. La veille au soir, j'avais vu Blanchard rentrer chez lui. Il avait garé sa voiture en travers de l'allée comme d'habitude. Le capot dépassait d'au moins 80 cm sur ma portion. Je n'ai rien dit, je n'ai pas sonné chez lui, je n'ai pas laissé de mots. Je me suis couché à 22 h. J'ai mis mon réveil à 7 h 45. Le lendemain matin, je me suis levé. Douche, café, habillé comme si j'allais travailler. Et à 8 h 10, très exactement, je suis sorti de chez moi avec mes clés de voiture. J'ai déplacé ma Mégane. Je l'ai positionnée exactement là où je l'avais prévu. Sur ma propriété, parfaitement sur ma propriété, mais formant un barrage infranchissable pour quiconque l'aurait dépassé la limite. Puis je suis rentré chez moi. J'ai préparé un deuxième café. Et j'ai attendu. À 8 h 15, j'ai entendu sa porte d'entrée claquer. J'ai entendu ses pas sur le gravier de son allée. Puis le silence, suivi d'un cri. Quelque chose entre le grognement et l'exclamation. « Bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Je suis resté assis dans ma cuisine, ma tasse de café à la main, le cœur battant, mais le visage impassible. Il a sonné à ma porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai pris mon temps. J'ai terminé ma gorgée de café. J'ai posé ma tasse sur la table, j'ai marché lentement jusqu'à l'entrée. J'ai ouvert. Blanchard était là, le visage rouge, les veines du front saillantes. « Bougez votre voiture », il a dit, immédiatement. Je l'ai regardé calmement. « Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous bloquez ma sortie, voilà pourquoi. » J'ai fait semblant de réfléchir. « Non, je ne crois pas. Ma voiture est sur ma propriété, entièrement sur ma propriété. Si vous ne pouvez pas sortir, c'est parce que votre voiture dépasse sur ma propriété à vous. La solution est simple, ne dépassez plus, et vous n'aurez plus ce problème. » Il m'a regardé comme si je venais de lui parler en chinois. « Je dois aller travailler. » J'ai haussé les épaules. « Moi aussi. Mais je travaille de chez moi ce matin. Je déplacerai ma voiture ce soir. En attendant, bonne journée. » J'ai refermé la porte. Je l'ai entendu jurer, hurler, frapper à ma porte pendant 5 minutes. Je n'ai pas rouvert. À 8 h 30, j'ai entendu sa voiture de fonction arriver. Un collègue venait le chercher. Il avait dû inventer une excuse, une panne, un problème mécanique, quelque chose. Ce soir-là, quand je suis rentré d'une course au supermarché vers 18 h, il m'attendait dans son jardin. « Vous n'avez pas le droit de faire ça », il a dit. « J'ai le droit de garer ma voiture sur ma propriété », j'ai répondu. « C'est exactement ce que j'ai fait. »« Vous l'avez fait exprès. » J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment souri. Peut-être, ou peut-être que je me suis juste garé là où c'était pratique pour moi, comme vous le faites depuis 2 ans. Il n'a pas répondu. Il est rentré chez lui en claquant la porte. Ce soir-là, pour la première fois depuis que je le connaissais, Philippe Blanchard a garé sa voiture parfaitement sur son côté de l'allée. Mais je savais que ça ne durerait pas. Le deuxième matin, il avait recommencé. Sa voiture dépassait de nouveau, pas autant que d'habitude, une 50aine de centimètres seulement, comme s'il testait mes limites. À 8 h 10, ma voiture était en position. À 8 h 15, il sortait de chez lui. À 8 h 16, il hurlait devant ma porte. Ce jour-là, je ne suis même pas allé ouvrir. Il a appelé la police. Oui, il a vraiment fait ça. Un équipage de la police municipale est arrivé vers 9 h. J'ai ouvert aux agents. 2 hommes en uniforme. Très professionnels. « Monsieur, votre voisin dit que vous bloquez sa voiture. » J'ai souri. Je les ai invités à venir voir. Je leur ai montré ma voiture. Parfaitement positionnée sur ma propriété, pas un centimètre qui dépassait. Je leur ai montré le rapport du géomètre, les bornes. Les photos de sa voiture dépassant sur mon terrain. L'un des agents s'est gratté la tête. « Monsieur, » il a dit en se tournant vers Blanchard, « votre voisin est dans son droit. Sa voiture est sur sa propriété. C'est la vôtre qui dépasse sur la sienne. » « Mais il fait ça pour me bloquer exprès !» L'agent a haussé les épaules. « Peut-être, mais tant qu'il reste sur son terrain, on ne peut rien faire. C'est une affaire civile. »
Blanchard est devenu cramois. Une affaire civile. Exactement ce qu'on m'avait dit quand c'était moi qui me plaignais. La différence, c'est que cette fois, c'était lui qui subissait. Les agents sont partis. Blanchard aussi, finalement, en taxi. Le 3e matin, il a essayé de forcer le passage. Il s'est dit qu'avec de la manœuvre, il arriverait à sortir malgré ma voiture. Il n'y est pas arrivé. En reculant, il a accroché ma clôture. En avançant, il a rayé sa portière sur le montant de ma voiture. Ma clôture a tenu. Ma voiture aussi. La sienne, par contre, avait maintenant une belle rayure sur tout le côté passager. Ma caméra a tout filmé. Je lui ai envoyé la vidéo par mail, avec un petit message. « Cher Monsieur Blanchard, je tiens à vous informer que ma clôture a été endommagée ce matin par votre véhicule. Je vous tiendrai informé du montant des réparations. » Il n'a pas répondu. Le 4e matin, sa voiture était sur son côté. Le 5e aussi. Le 6e, le 7e, le 8e. Pendant 2 semaines, il a respecté la limite, parfaitement, scrupuleusement. Mais je n'ai pas baissé ma garde. Chaque matin, à 8h10, ma voiture était en position, au cas où. Et puis, le 15e jour, il a craqué. Si vous pensez que j'ai bien fait jusqu'ici, faites-le moi savoir avec un like. Et restez là, parce que cette histoire n'est pas terminée. Il est venu me voir un samedi après-midi. J'étais dans mon jardin, en train de tailler les rosiers. Sophie était à l'intérieur avec Léa. Il s'est approché de la haie qui séparait nos terrains. On peut parler ? J'ai posé mon sécateur. Je l'ai regardé. Je vous écoute. Il avait l'air fatigué, les cernes sous les yeux, le teint gris. 2 semaines de frustration matinale, ça laisse des traces. Écoutez, il a dit, on est parti sur de mauvaises bases. Je propose qu'on reparte à zéro. J'ai attendu. Je suis prêt à faire attention à où je gare ma voiture, mais vous aussi vous devez faire un effort. Arrêtez de vous garer comme ça le matin. J'ai pris mon temps avant de répondre. Monsieur Blanchard, pendant 2 ans, je vous ai demandé poliment de respecter ma propriété. J'ai laissé des mots, j'ai eu des conversations, j'ai payé un géomètre. Vous avez écrasé ses bornes, vous m'avez insulté, vous avez parlé à ma fille. Il a ouvert la bouche pour m'interrompre, je l'ai arrêté d'un geste. Pendant 2 ans, vous avez fait exactement ce que vous vouliez. Vous vous êtes garé où ça vous arrangeait. Vous m'avez bloqué. Vous m'avez fait manquer des rendez-vous, des événements familiaux, des urgences. J'ai marqué une pause. Maintenant, je me gare où ça m'arrange, sur ma propriété, exactement comme vous le faisiez sur la vôtre. Si ça vous pose problème, vous savez ce qu'il faut faire. Restez sur votre côté, et tout ira bien. Il m'a regardé avec un mélange de rage et d'incrédulité. « Vous êtes vraiment un sale type, vous savez ça ?» J'ai souri. « Peut-être, mais je suis un sale type qui dort sur ses 2 oreilles. Bonne journée, monsieur Blanchard. » Je suis rentré chez moi. Les semaines suivantes ont été les plus satisfaisantes de ma vie de propriétaire. Chaque matin, je me réveillais avec le sourire. Je buvais mon café en regardant par la fenêtre. Je voyais Blanchard sortir de chez lui, regarder sa voiture, puis la mienne, et rentrer dans sa propre allée sans faire d'histoire. Le rapport de force avait changé. Il le savait, je le savais, tout le quartier le savait. Madame Chevalier, la voisine d'en face, m'a arrêté un jour dans la rue. « J'ai vu ce que vous faites le matin avec votre voiture », elle m'a dit avec un clin d'œil. « Bien joué !» D'autres voisins m'ont fait des remarques similaires. Apparemment, je n'étais pas le seul à avoir eu des problèmes avec Blanchard. Ses livraisons qui bloquaient la rue, sa musique le dimanche matin, ses invités qui se garaient n'importe où. Le quartier était de mon côté. Mais je n'avais pas encore terminé. En avril 2022, j'ai envoyé une facture à Blanchard, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le détail était simple. Intervention du géomètre expert pour bornage de propriété, 800 €. Remplacement de la borne détruite par votre véhicule, 160 €. Frais de taxi suite à blocage de mon véhicule le 15 janvier 2021, urgence médicale, 60 €. Réparation de la clôture endommagée par votre véhicule le 10 mars 2022, 180 €. Total, 1200 €. J'ai joint toutes les pièces justificatives, les factures, les photos, les rapports, la vidéo. Il n'a pas répondu. J'ai attendu 1 mois. Puis j'ai envoyé une mise en demeure officielle rédigée par mon avocate. 15 jours pour payer, sinon procédure judiciaire. Toujours pas de réponse. En juin 2022, j'ai saisi le tribunal judiciaire de Nantes. Procédure simplifiée pour les petits litiges. Pas besoin d'avocat obligatoire, mais j'ai demandé à Maître Delaunay de m'accompagner quand même. L'audience a eu lieu en octobre 2022, un mercredi après-midi. Salle d'audience 4 du tribunal de grande instance de Nantes. Un bâtiment austère des années 70, couloirs interminables, lumière blafarde. J'étais nerveux, je n'avais jamais été au tribunal de ma vie, même pas comme témoin. Blanchard était là, en costume cravate comme s'il allait à un rendez-vous d'affaires.
Il avait pris un avocat, un type en robe noire qui feuilletait nerveusement un dossier trop mince. Le juge était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris, lunettes, regard perçant. Elle a appelé notre affaire. Elle a demandé les piastres. J'avais un classeur, 53 pages de documents, 2 ans de photos datées, le rapport du géomètre, les factures, les constats, la vidéo de l'incident avec la clôture, les témoignages de voisins. L'avocat de Blanchard a présenté sa défense. Mon client conteste la matérialité des faits. Il s'agit d'un différend de voisinage ordinaire que le demandeur a volontairement dramatisé. Le juge a feuilleté mon dossier. Elle a regardé les photos. Elle a lu le rapport du géomètre. Elle a visionné la vidéo sur son écran. Puis elle s'est tournée vers Blanchard. « Monsieur, est-ce votre véhicule sur ces photos ?» Il a hésité. Son avocat lui a fait signe. « Oui. Et ce véhicule dépasse-t-il sur la propriété de monsieur le demandeur ?» Nouveau silence. « Peut-être. Légèrement. Mais c'est exagéré de… » Le juge l'a coupé. « Sur cette vidéo, est-ce votre véhicule qui endommage la clôture du demandeur ?» C'était un accident. Il avait mal garé sa voiture, je ne pouvais pas sortir. Le juge a hoché la tête lentement. Donc, vous reconnaissez avoir causé ces dommages en tentant de manœuvrer parce que vous étiez bloqué par le véhicule du demandeur, lui-même garé sur sa propre propriété, tandis que vous aviez stationné le vôtre en dépassant sur la dite propriété. L'avocat de Blanchard a ouvert la bouche, l'a refermée. Le juge a rendu son verdict 3 semaines plus tard. Blanchard était condamné à me verser 1 200 € de dommages et intérêts, plus 450 € de frais de justice, plus 150 € de dépenses. Total, 1 800 €. J'ai encaissé le chèque début décembre 2022, juste à temps pour Noël. Vous avez votre propre histoire de voisin cauchemardesque? Une situation qui vous a rendu fou? Racontez-la dans les commentaires. Je lis tous les messages, et qui sait, peut-être que votre histoire mérite d'être partagée. Depuis ce jour, tout a changé. Blanchard gare sa voiture sur son côté de l'allée, chaque soir, sans exception. Parfois, je le vois faire plusieurs manœuvres pour s'assurer qu'il ne dépasse pas d'1 millimètre. On ne se parle plus, on ne se salue plus. Quand on se croise, il détourne le regard. Parfois, je crois voir une grimace sur son visage, comme s'il mordait dans un citron. Je ne ressens aucune satisfaction sadique, pas vraiment. Ce que je ressens, c'est du soulagement, la paix, le droit de vivre chez moi sans me demander chaque matin si je vais pouvoir sortir de mon allée. Sophie a remarqué le changement. « Tu souris plus souvent », elle m'a dit un soir. « Tu ressembles aux marques que j'ai épuisées. » Léa aussi a changé. Elle invite ses amis à la maison maintenant. Elle n'a plus honte de notre quartier, de notre voisin, de la situation. Mon travail s'est amélioré. J'ai repris des clients. Ma concentration est revenue. Les somnifères sont un lointain souvenir. 6 mois après le jugement, en juin 2023, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une pancarte est apparue devant la maison de Blanchard. À vendre. Je l'ai vue un matin en partant au travail. Une agence immobilière de Nantes. Prix non affiché. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de commentaires. Je n'ai même pas souri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est dénoué. Quelque chose que je portais depuis 3 ans. La maison s'est vendue en septembre 2023. Blanchard est parti sans un mot, sans un regard, sans un au revoir. Les nouveaux voisins sont un jeune couple avec un bébé, Thomas et Marion. Il est développeur web, elle est sage-femme. Ils se sont présentés le jour de leur emménagement. Ils nous ont offert une bouteille de vin. On a parlé de l'allée partagée. Je leur ai expliqué la configuration. Les 3 mètres chacun. Les bornes du géomètre. Thomas a hoché la tête. « Pas de problème », il a dit, « on fera attention ». Et ils font attention. Depuis 8 mois qu'ils sont là, pas une seule fois leur voiture m'a dépassé sur notre portion. On se salue, on se parle. Sophie et Marion sont devenues amies. Léa fait parfois du babysitting pour eux. C'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début. C'est comme ça que vivent les gens normaux, les voisins normaux. Parfois, le soir, quand je rentre du travail et que je me gare dans mon allée, je m'arrête un instant. Je regarde la maison d'à côté. Je pense à tout ce qui s'est passé. Aux 2 ans de stress, aux nuits sans sommeil, à la colère, à l'impuissance. Et je me dis que j'ai appris quelque chose. J'ai appris que la gentillesse ne fonctionne pas avec tout le monde, que certaines personnes prennent la politesse pour de la faiblesse, que les règles ne servent à rien si personne ne les fait respecter. J'ai appris que parfois, il faut se battre. Pas avec les poings, pas avec les cris, mais avec la patience, l'intelligence, la connaissance de ses droits. J'ai appris que le système judiciaire français, aussi lent et complexe soit-il, fonctionne, que les preuves comptent, que la documentation compte, que la persévérance paie.
Et j'ai appris quelque chose sur moi-même. J'ai appris que je pouvais être poussé à bout, que la colère pouvait me consumer, mais aussi que je pouvais transformer cette colère en quelque chose de constructif, quelque chose de légal, quelque chose de juste. Je ne suis pas fier de ce que j'ai ressenti pendant cette période, la haine, le désir de vengeance, les fantasmes de confrontation. Mais je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai protégé ma famille, j'ai protégé mon foyer, j'ai fait respecter mes droits sans jamais franchir la ligne. Et maintenant, chaque matin, quand je monte dans ma voiture dans mon allée, je souris. Pas parce que Blanchard est parti, pas parce que j'ai gagné. Je souris parce que c'est fini. Je souris parce que je suis libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a parlé, si elle vous a donné espoir dans votre propre situation, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous avez votre propre histoire à raconter, votre propre bataille de voisinage, votre propre victoire ou défaite, partagez-la dans les commentaires. Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre. Votre histoire mérite d'être entendue. D'où regardez-vous cette vidéo? Dites-moi dans quelle région vous habitez. Nantes comme moi? Paris? Lyon? La province? L'étranger? On est une communauté maintenant. Une communauté de gens qui refusent de se laisser marcher sur les pieds. Une communauté de gens qui croient en la justice, même quand elle prend du temps. À la prochaine, et n'oubliez pas, votre maison, c'est votre sanctuaire. Ne laissez personne vous en priver.